C'est vrai que cette lutte, on disait, voilà, un peuple, une culture, une lutte, voilà, c'était un slogan qu'on avait, euh, elle, euh, elle me met en contact régulier avec Jean-Marie Tjibaou, qui est le premier Kanak que j'ai connu, mais dans le séminaire de Guillard. Alors c'est vous montrer la naïveté, vous voyez, de l'ethnologue. Bon, il a 12 ans de plus que moi. On était ensemble au séminaire de Guillard et je revenais avec lui dans l'Essonne par le RER de l'époque, enfin qui est toujours le même. Et jamais je voyais en lui, dans ma formation, un Kanak, si vous voulez. Comme si c'était une entité en soi, si vous voulez. Et en fait, c'était un ancien prêtre qui venait de demander sa révocation, sa réduction à l'état laïque, comme on dit dans le jargon de l'Église, qui avait eu un parcours 11 ans en dehors de sa tribu, qui avait été l'élève, le favori du père Rouel, qui était un père catholique, évidemment, de Yengen, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'était un personnage qui avait un parcours complexe, pas foutu de l'interroger là-dessus. Et là, c'est pas Audricourt qui m'a aidé, ni Jean-Claude Rivière, ni personne. Euh, Là, il y avait une défaillance de formation. Il y avait une défaillance de formation. Je pense que Ballandier, si j'avais été dans son contact, il m'aurait aidé. C'est-à-dire, il m'aurait dit, mais parlez avec Jean-Marie Tjibaou, faites-lui raconter sa carrière. Or, moi, je voyais savoir s'il parlait encore sa langue. Il nous faisait des dictées que j'ai encore, des dictées en langue, du genre je vais cultiver mes ignames, je vais à la pêche, je vais chercher de l'eau à la rivière. Et on était. Il y avait une vision culturaliste très prégnante contre laquelle je vais passer ma vie finalement à me révolter. C'est un peu ça, ma carrière, c'est ça, me révolter contre le culturalisme, quoi. Et là, c'est un manque à voir incroyable. Alors, qu'est-ce que me dit Tjibaou? Il me dit, ouais, Guillard, c'est pas terrible, on devrait aller écouter Bastide. Alors, je vais avec lui écouter Roger Bastide. Parce que, et puis, Henri Desroches, oui, c'était aussi les messianismes du tiers-monde, l'idée de la survivance et de l'adaptation. Bastide, c'est quand même un penseur du racisme, de l'esclavage, du mélange, si vous voulez. Alors ça intéressait beaucoup Tjibaou. Et moi, ça m'intéressait. J'ai lu surtout Bastide, hein, Desroches aussi, mais surtout Bastide. Mais en allant avec lui en métro, etc., je ne suis pas foutu de lui demander pourquoi ça t'intéresse. Et lui, Jean-Marie, il avait déjà une idée. Il allait revenir en Nouvelle-Calédonie. Il n'était plus prêtre. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait combattre. Il allait engager des différents mouvements associatifs à caractère aussi sanitaire, oui, intervention sociale pour aider les plus pauvres, lutter contre l'alcoolisme avec sa femme avec Marie-Claude Tjibaou, qui elle était protestante et catholique, enfin est protestante et catholique. Et donc, plus tard, je le perds de vue, j'entends parler de lui un petit peu, etc. Et en 75, donc lors de mon deuxième terrain, je le retrouve, il vient me voir, j'étais dans les tribus là, à ce moment-là, et il me dit, je vais organiser un grand festival d'art du Pacifique. Donc ça c'était en juillet, oui, juin, juillet 75, et il me dit on va faire ça en septembre, est-ce que tu connais pas des gens qui pourraient, est-ce que tu n'aurais pas un mythe d'origine? Alors avec Jean-Paul, on n'a pas été foutu de lui donner un texte, on a connu un pinaillé
invraisemblable. Enfin, c'est l'inadaptation complète. Hein. Voilà, l'ethnologue qui dit ah oui, oui mais là, la traduction n'est pas très bonne, mais ils s'en foutaient, Jean-Marie Tjibaou. Ce qu'il voulait, c'est avoir un texte. Quoi. Du coup, il va prendre un texte dans Guillard qui était pas du tout. On avait 100 fois mieux. Quoi. Donc, cette espèce de côté empoté de l'ethnologue culturaliste, un peu, et puis pas politique. Quoi. Bon, alors petit à petit, je vais m'améliorer, j'espère, là-dessus. Enfin, je me suis amélioré. Et donc, je lui dis, mais je connais Emmanuel Nouna, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait des discours extraordinaires, etc. Il ne le connaissait pas, ils étaient tous les deux quand même à l'Union calédonienne, il va voir Emmanuel, bon. Après il me dit, bon, bah, tu l'amènes au festival, et donc il va devenir un peu le héros, la figure centrale du festival. Et puis là, je me retrouve avec Tjibaou à ce festival qui avait été magnifiquement organisé, avec De Blair, qui était un metteur en scène lyonnais, parce que Tjibaou, il s'était dit, pour séduire les Blancs, il faut faire de l'impeccable, du bien charpenté. Ça avait été financé par Giscard d'Estaing en disant allons-y pour la culture kanak, c'est toujours ça de prix, ça mange pas de pain. Et en 1975, il y a un grand festival où beaucoup de Kanaks qui n'étaient jamais venus à Nouméa arrivent à Nouméa. Hein. À l'époque, c'était les pistes et tout ça. Et il y a une semaine d'expression kanak. Les Blancs, au bout de la première représentation, c'était un jeu scénique avec trois plans. Il y avait l'ancienne société, puis après il y avait l'arrivée des Blancs, et là c'est des Kanaks avec des masques blancs et des casques coloniaux, des fusils en bois qui tuent tout le monde. Enfin, et là les Blancs se lèvent et partent, disant que Giscard d'Estaing est manipulé par Moscou, ce que j'avais trouvé quand même assez... Ils voyaient Moscou partout. Hein. On le voit aussi. Donc maintenant, ils sont vraiment là, je trouve, à manipuler nos élections, ou les vôtres aussi. Voilà. Mais à l'époque, ils les voyaient partout. C'est une maladie. Voilà. Et toujours est-il que Tjibaou fait ce festival. Et alors là, on a des discussions politiques. Et là, il me dit, un truc qui m'a conforté, il me dit, tu vois, d'habitude, tu ne devrais pas être là. Les ethnologues, ils s'en vont quand ça va plus. Ils repartent vers un endroit plus tranquille. Là, tu es avec nous, donc si on peut continuer. Et on va faire ce compagnonnage avec d'autres. Hein. Je n'étais pas un proche dans la première garde rapprochée de Tjibaou, mais on se voit, il vient ici, on fait des soirées, on l'amène à des meetings, on organise des interventions à droite à gauche, lui téléphone quand Marguerite Duras m'appelle et veut faire un entretien avec lui. Enfin, on est un peu son go-between, quoi, et voilà. Et donc, et là, je m'aperçois, moi, qui j'avais connu quand on se vieillit, on se dit, mais alors qui j'ai connu vraiment d'hors norme en tous les cas, j'ai connu un écrivain, Georges Perros, que j'ai rencontré une fois, mais il suffit d'une fois. Je pense que quelqu'un qui aurait rencontré Proust une fois, il s'en rappellerait, quoi. Voilà, il y a des gens... ça peut être des écrivains ou des artistes, ou je sais pas... Je pense que rencontrer Pierre Boulez, ça devait être quelque chose aussi. Bon, donc j'avais pas, à part ma grand-mère paternelle, qui était ce phénomène de bourgeoise résistante communiste, qui est quand même une des grandes personnalités qui m'a marqué. Mon beau-père, Paul Colin, plutôt la droite française classique, mais d'une intelligence diabolique. Et puis voilà, quoi. Puis Perros, par hasard... Et puis là, Tjibaou, quoi. Et Tjibaou, je m'aperçois de la puissance de sa réflexion, que je suis en face de quelqu'un qui est en train de penser l'entrée, non seulement des Kanaks, mais de la civilisation mondiale dans le XXIe siècle, quoi, dans la fin du siècle, de penser l'avenir des petites sociétés comme la sienne, dans ce qu'elle peut apporter à l'humanité en général. Et que cette pensée, il la structure de jour en jour, d'intervention en intervention. Je vois que c'est un lecteur, que c'est un poète, que c'est un musicien,
que c'est quelqu'un de c'est un agriculteur passionné il fait ses jardins au milieu des attentats, enfin des risques. Il continue à aller avec sa femme à Yengen pour faire son jardin, etc. Et plus je le connais, plus il m'impressionne, plus je m'aperçois qu'il a une dimension non seulement humaine, mais politique, un peu visionnaire. Voilà. Et alors, les socialistes ne voient pas ça du tout, parce que pour un socialiste, il y a une chose qui est rédhibitoire, c'est d'avoir été un ancien prêtre. Ça vous marque au fer rouge. Hein, voilà, oui. Donc, pas question je sais qu'après avoir une rencontre avec Tshimbaou, c'était Nucci à l'époque, non, Emmanueli qui était venu en Calédonie. Tshimbaou a été au conseil de gouvernement grâce au PS qui a réussi à ce que des modérés centristes fassent une alliance avec les Kanaks pour que les indépendantistes arrivent au pouvoir. Et de 82 à 84, Tshimbaou va être au pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Il va instaurer l'impôt, il va apurer toute la comptabilité, il va lancer tous des projets de développement, des projets d'urbanisation, enfin exemplaires, quoi. Ce qui n'était jamais arrivé en Nouvelle-Calédonie. Essayer de faire baisser l'indexation des salaires qui était à 82, passe à 1,75, et les autres, ils vont manifester dans la rue avec des salaires à 10 000 euros. Enfin, Tshimbaou va se montrer aussi comme un formidable maire, un formidable administrateur, un formidable penseur du développement. Et ça, j'en prends conscience, puis je prends plutôt conscience aussi de sa dimension presque philosophico-politique, de cette tension chez lui entre l'héritage chrétien et l'héritage kanak, qui est très forte. Très forte. Quand il allait ici, il allait quand même, quand il venait à Paris, ils allaient, sa femme et lui, à la messe au Sacré-Cœur. Voilà. Et ce déni du message chrétien par la colonisation, ça l'a complètement... Il disait, mais pourquoi est-ce qu'ils ne nous aiment pas? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Franchement. Il ne comprenait pas quand ses frères ont été tués, etc. Il a dit ça. Pourquoi est-ce que vous... Est-ce qu'on a encore quelque chose à se dire, quoi? Et ça, c'était une constante de sa pensée à la croisée de l'histoire coloniale, de sa grand-tante, sa tante qui a été tuée pendant la guerre de 1917, sur le dos elle gardait son père, d'ailleurs, dans le bras. Le père de Tshimbaou, il a roulé dans un fossé, il a été sauvé parce que les militaires tiraient sur ces pauvres Kanaks qui se sauvaient, enfin, faisaient des cartons faciles. Et donc, il était attiré à la fois par les idéologies du tiers-monde et en même temps freiné par l'idée qu'on pouvait ouvrir quelque chose d'humain, quoi. D'où une certaine ambiguïté aussi sur le plan de l'économie. Il pensait qu'il fallait garder un lien avec l'économie rurale, mais en même temps mettre la main sur l'économie industrielle du nickel, qu'il fallait amener la tribu à la ville, par exemple, ça a été un de ses thèmes, qu'il fallait, comme l'apport... Alors, dans un texte majeur, un entretien avec un chercheur de l'Orstom qui s'appelait Dupont, qui a été publié, l'entretien avant les événements, 81 ou 82. Et là, Tshimbaou livre sa vision du monde kanak, un monde malheureux d'alcoolisme, de troubles identitaires, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui en même temps a foi en un monde meilleur, etc. Bon. Donc, c'est cet homme en proie à des contradictions comme tout le monde, mais surtout dominé par une réflexion pour essayer de voir plus loin. C'est le premier qui va dire l'indépendance, c'est gérer les interdépendances. Bon, il a quand même raison. À l'époque, ça paraissait bizarre. Ses copains, ils ne comprenaient pas.
Non, on est indépendant. On a un État indépendant. Non, on disait, c'est gérer les interdépendances. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut être indépendant? Ça n'a pas de sens, d'une certaine manière. On est indépendant politiquement, mais on ne peut pas l'être sur dans tous les domaines. Voilà. Et puis, comment passer du consensus, qui est un mode de décision kanak, il faut que tout le monde soit d'accord, mais il y a des gens qui la bouclent, à la démocratie. Qu'est-ce que pourrait être une démocratie kanak? C'est dommage. Bon, il a été tué il avait 53 ans, hein, donc c'est quand même une perte énorme, pas seulement pour la Calédonie, mais je pense pour le monde dominé, quoi, dans son ensemble. Aimé Césaire a écrit un très beau poème à la mort de Chimbao. Ils devaient se rencontrer peu de temps après. Bon, peu de temps après, mais il est décédé avant. Et donc, Chimbao, c'était... et puis j'aimais bien son côté pragmatique. Il aimait bien être au Larzac, parce que il y avait la terre, il y avait tout ça. Donc il fallait que dans la même journée, il voit Krivine, la même semaine, il voyait Krivine, il voyait le pape, et après il allait au Larzac pour le week-end, quoi. Et pendant ce temps-là, l'Élysée téléphonait en disant « Mais où il est ?» Je sais pas. C'était Pisani qui voulait absolument le trouver. Je savais, il est où il veut. Voilà. Et donc voilà. Donc, comment intégrer... alors, l'ethnologie dans tout ça, évidemment, elle s'enrichit d'une sorte de sociologie politique du tiers-monde. J'ai été très aidé dans cette réflexion par Jean Chénault. Il est disparu maintenant il y a longtemps, en 2007, il est décédé, pas très long. Voilà, oui, c'est ça. Et par Jean Chénault, qui lui était un vieux tiers-mondiste, vieux routier, tiers-mondiste, écologiste avant l'heure, ou écologiste vraiment, et qui avait perçu cette dimension. Puis il a fallu que je fasse une espèce de rattrapage, que je lise tous ces auteurs du tiers-monde que je connaissais mal ou pas, ou qui n'étaient pas dans la biblio de l'ethnologie. Dans la biblio de l'ethnologie, c'était Mauss, Lévi-Strauss, je ne sais pas, voire Durkheim, si on veut, voilà, mais ce n'était pas cette pensée en marche, quoi. Alors, comment mener cette pensée en marche tout en ayant un point de vue analytique, c'est-à-dire essayer d'en tirer des éléments pour comprendre les transformations de civilisation. Voilà. Et ça, c'est pas gagné. Hein. Je pense que Bourdieu, et encore, c'est dans les transformations, Bourdieu, c'est très franco-français aussi. Hein. Bien sûr, il y a eu l'Algérie, mais l'Algérie, pour l'Algérie et la France, c'était très proche. Il transfère ce qu'il a fait en Algérie, il va le faire après dans le Béarn, etc. Il y a un lien très étroit entre ces deux expériences chez Bourdieu, mais et on n'est pas encore aux théoriciens de la mondialisation. Ça va venir, ça va arriver, ils sont déjà là, mais ils ne sont pas intégrés dans l'espace de l'anthropologie. Alors, la méthode, elle va être... Enfin, pas la méthode, mais l'engagement va se cristalliser dans la possibilité, une fois que Chimbao est décédé, que les accords de Matignon ont été signés donc en juin 1988, après le drame d'Ouvéa, et donc juin 1988, les accords de Matignon, ça repousse l'indépendance à 10 ans et ça lance un processus de rééquilibrage, et puis sont créés d'abord 4 régions, puis 3 provinces, dont 2 seront naturellement acquises aux Kanaks, compte tenu qu'ils y ont la majorité démographique, la province des îles et la province nord, et puis une autre province, la province sud, où les non-indépendantistes, les Européens en tête,
prendront le pouvoir. Donc il y a cette idée d'un rééquilibrage déjà institutionnel, ça permet aux Kanaks quand même de s'exercer au pouvoir. Ce que déjà, donc ils créent ce qu'ils appellent des régions. La région nord, c'est Chimaou qui en est le patron. Donc de 80, ça se met en place fin 85, de 85 à 86, puis ensuite il y a le renversement de majorité en France, la droite arrive au pouvoir et ils défont tout ce qui avait été fait avec le sinistre Bernard Ponce, toujours en liberté. Et donc Chimaou va mourir de ça, en fait. C'est l'absence de continuité dans la politique de rééquilibrage qui avait été lancée par Rocard. Et il faudra attendre le retour de la gauche en 97 pour que soit repris ce flambeau par Jospin, Strauss-Kahn, Jox, etc. Et à ce moment-là, ils vont donner la possibilité aux Kanaks de la province nord de mettre en exploitation un massif de nickel, le Koniambo, et d'ouvrir une usine de retraitement de nickel, ce qui n'existait pas encore en Nouvelle-Calédonie avant. Donc dans ce contexte-là, disons années 90-2000, voilà, dans ce contexte-là, comment continuer la lutte, comment continuer à défendre. Alors d'une part, pour moi, ça a été c'est pénible parce que c'est des conflits, etc. Rompre avec l'extrême gauche. Là, j'en avais soupé ces gens-là, on ne pouvait plus. Et principalement parce qu'ils avaient perçu chez Chimaou se modérer. Or, pour l'extrême gauche, un modéré, c'est un traître. Voilà, ça ne peut pas exister. Et donc, ils ne l'appréciaient pas, en fait. Ils ne comprenaient rien à cette pensée plus complexe, plus nuancée, entre la culture, la reconnaissance de l'identité kanak par la culture, des projets de développement alternatifs, l'intérêt pour le Larzac, justement, il y avait cette expérience paysanne alternative. Je pense que les zadistes, ça lui aurait bien plu à Chimaou. C'était le genre de truc qu'il aimait bien. Voilà. Essayer de trouver une voie originale, océanienne, faire des villes océaniennes, tout en prenant part au capitalisme local, parce qu'il n'y avait pas chez Chimaou, c'est vrai, une critique du capitalisme en tant que tel. Il y avait l'idée qu'on pouvait trouver une autre voie. Voilà. C'est la troisième voie. On cherche toujours. Enfin, il y avait un côté visionnaire dans tout ça. Et donc, rompre avec l'extrême gauche, constituer un autre mouvement qui s'appelait Kanaki Solidarité, avec de jeunes chercheurs qui sont venus sur la Calédonie parce que Chimaou avait demandé à Rocard qu'il y ait un programme spécial d'études sur la Nouvelle-Calédonie, qu'on appelle l'étude des sociétés kanaks, et qui va être chaperonné par l'école des hautes études. Et il y a des crédits qui vont permettre à une génération de chercheurs plus jeunes qui maintenant sont autour de la quarantaine ou ont dépassé la quarantaine, et qui ont considérablement renouvelé la recherche en Nouvelle-Calédonie. Michel Nepos, Benoît Trépied, Christine Desmers, Éric Soriano pour les sciences politiques, Elsa Faugère. Enfin, il y a toute une génération de gens qui ont bénéficié de ces crédits. Ces gens sont venus me voir. Bon, dans l'ensemble, ça c'est. Ce sont des gens qui se sont pliés au terrain, aux archives, et en même temps qui étaient formés à une sorte d'anthropologie du contemporain, professée par Marc Auger, Bazin et bien d'autres, et qui ont su à la fois respecter l'enquête de terrain, en même temps l'insérer dans des perspectives plus larges, la conquête d'une municipalité, la mise en place à un moment, pendant 2 ans, à Canala, d'une sorte
de commune, d'une sorte de socialisme kanak, brisant les hiérarchies des chefferies, mais finalement ça n'a pas marché, c'est le travail de Christine Desmaires. Enfin, il y a eu vraiment là... donc, rompre avec l'extrême gauche, travailler à la mise en place de structures de programmes de recherche en s'efforçant de rencontrer, de recruter, d'être assez perspicace pour bien renouveler les choses. Mais comme j'enseignais depuis longtemps déjà à l'école, comme je travaillais avec Éric Fassin, Christian Baudelot, Florence Weber, etc., dans ce qu'on appelait à l'époque le DEA de sciences sociales, qui était une association entre l'école normale supérieure et le HESS. Donc il y avait un vivier là de réflexion, et autour de Gérard Noiriel aussi, un vivier de réflexion qui puis après a pris son essor dans la revue Genèse, etc. Interdisciplinaire, voilà, historien, sociologue, anthropologue, politiste, et moi c'est dans ce vivier-là, c'est à ça que je me référais pour sortir justement de ce qu'avait été mon travers aussi, de cette formation que je ne renie pas, hein, que j'ai tellement aimé mes études à la Sorbonne et tout ça, mais dont j'ai mesuré petit à petit qu'elle isolait l'ethnologie du reste des sciences sociales en faisant une sorte de sous-discipline. Et Bazin disait il ne faut jamais parler d'ethnologie. L'ethnologie, c'est l'ethnos, c'est le culturalisme, etc. Il parle d'ethnographie et d'anthropologie. Voilà. L'ethnographie, c'est la méthode. L'anthropologie, c'est une réflexion comparatiste sur les humains en société. Donc, ça a été mené. Et il y a eu cette occasion imprévue, que je développerai peut-être ensuite, mais cette occasion qui a été l'arrivée de Renzo Piano, de l'architecte italien Renzo Piano, dont je savais qu'il avait fait Beaubourg. J'avais enseigné dans une école d'architecture avant d'avoir un poste d'assistant, donc mais surtout les architectures traditionnelles, les trucs comme ça, l'architecture sans architecte, le grand bouquin des années 70 sur la question. Et là, il y a un rebondissement, puisque Jean-Marie Tjibaou avait demandé à ce qu'un centre culturel kanak soit construit à Nouméa, et le dossier était resté en sommeil de 88 à 89. Mai 89, Tjibaou est tué. Il y a une part de la responsabilité de l'État quand même, parce qu'il n'a pas été assez protégé, on a négligé, il n'aurait jamais dû aller à Ouvéa. Il fallait trouver une ruse, mais il ne fallait pas y aller, quoi. Tous les signalements, tous les avis étaient inquiétants. Lui-même savait qu'il prenait un risque énorme en allant là-bas. Et donc, culpabilité généralisée dans les services de l'État. Il avait son projet de centre culturel, on va le faire. Il y a eu l'affaire d'Ouvéa 88, la mort de Tjibaou 89, on sort des drames, qu'est-ce qu'on fait? On fait un centre culturel. Et là, il y a un concours international qui est lancé, c'est le dernier des grands travaux de François Mitterrand, après toute la série, la bibliothèque, le Louvre, etc., et le musée du Mont-Beuvray, et se met en place un concours d'architecture, et Renzo Piano décide de concourir. Il lit mon petit bouquin qui venait de sortir, que j'ai écrit voilà, entre 89, quoi, entre 89 et 90, là on arrive à 90, il sort chez Gallimard, Paradis dans la tourmente, et il dit à son équipe, trouvez-moi ce gars-là, bon, mais ça je ne sais pas trop qui c'est, trouvez-le-moi, il faut que je le voie, et on peut peut-être faire affaire pour faire le centre culturel Tjibaou. C'est comme ça qu'en 90, je rencontre Renzo Piano et je commence à travailler avec lui.